La plume aveugle de Sam Balmer, vous le connaissez pas. C'est normal et c'est dommage, hein. Bon, c'est un petit auteur chez un petit éditeur. Mais c'est lui qui va nous occuper aujourd'hui, donc pour l'épisode 2 de lecture du moment. On va reprendre un peu la même formule avec des extraits. Alors on va essayer de faire peut-être... il y aura 6 extraits simplement, mais ils sont peut-être plus longs, donc je suis pas sûr de faire plus court sur la durée totale par rapport à l'épisode précédent sur Bret Easton Ellis. Bon, on va pas se cacher, on va jouer carte sur table direct. Sam Balmer, je le connais personnellement. J'ai eu la chance de travailler avec lui dans une salle de rédaction sur des magazines de sport de combat et croyez-moi, le level des discussions et des joutes verbales entre rédacteurs était très très relevé et c'est très formateur. Voilà, une personne très attachante, mec du Nord, classe populaire, le parler franc, le parler vrai, coche toutes les cases un peu, maniaco, crevard un peu, oui, à ses heures perdues, on peut dire ça. Très maniaque, donc là il a pondu son premier bébé, hein, accouchement difficile, parce que voilà, c'est quelqu'un qui relit, qui fait relire, qui au point d'avoir beaucoup hésité à le proposer à des éditeurs, ça fait que je pense que c'est un travail qui va bien pris 10 ans, si on considère qu'il n'y a pas que la partie écriture quand on veut publier un livre, il n'y a pas que l'écriture, donc ça a été vraiment costaud et je suis assez ravi finalement de l'avoir. J'avais lu quelques pages, j'avais fait partie des premiers lecteurs, mais finalement j'avais eu que 2 chapitres entre mes mains et j'ai vu qu'il y avait eu un travail entre-temps qui a été fait, qui a été complètement amélioré. Et très très bonne surprise, hein, on est ballotté dans cette. Il y a 2 histoires en une en fait, hein, vraiment, c'est 2 livres. C'est presque 2 livres différents, c'est-à-dire qu'il y a une partie, on va dire, plus terrienne, où on suit 2 intérimaires dans le bâtiment et leur turpitude à la fois, ils sont dans des relations amoureuses. Alors une qui est décrescendo et l'autre qui pour le coup est florissante, avec aussi des personnages, une galerie de personnages, vraiment un ancrage territorial, hein, avec notamment un bar, j'en parlerai plus précisément dans un des extraits, mais un QG vraiment comme on peut en retrouver un peu partout, mais du coup avec des personnages emblématiques, etc. Donc ça renvoie, ça parlera à tout le monde. Et une deuxième partie qui est un peu plus dans la rêverie. Il y a une idée assez géniale, donc des chapitres en fait qui sont des où le narrateur enregistre sur dictaphone il explique ses rêves, et il les met sur des dictaphones pour un ami à lui assez âgé qui est aveugle et donc ça constitue parta- partagerait ses rêveries et ces passages-ci en particulier, c'est peut-être d'un point de vue purement littéraire les plus intéressants. Et je suis à regret malheureusement de ne pas avoir pu intégrer des extraits dans ce que je vais vous lire, parce que c'est peut-être un peu trop dense, un peu trop beaucoup de dialogue, et, et finalement à l'oreille, je pense que je rendrai pas grâce vraiment à cet imaginaire en le lisant, ça fonctionnera pas. Mais je vais me concentrer voilà sur les chapitres, comme je disais, plus ancrés dans le réel, peut-être plus terriens, sans être terre à terre pour autant. Et à l'intérieur de ceci, il y a déjà plusieurs histoires. Donc il y a une amitié entre 2 hommes, vraiment la franche camaraderie virile, sincère, pure. C'est très très bien décrite. Il y a après des personnages qui sont d'abord secondaires et puis on s'aperçoit que finalement ils sont plus étoffés. Il y a bon, le personnage principal qui s'appelle Gibson,
qui est dans une impasse amoureuse, ou en tout cas on ne sait pas au début du livre vraiment s'il va rebondir, s'il va faire un choix de vie, aller s'intégrer vraiment dans la société en ayant un métier plus reconnu, ou continuer ad vitam aeternam son circuit d'intérimaire. Et on va découvrir au fur et à mesure que le livre s'étoffe vachement et, et finalement les personnages dits secondaires ont aussi on s'aperçoit qu'ils ont un destin tout aussi important, sinon plus important que celui de Gibson. Dans ce premier extrait, donc c'est pour rendre compte de cette amitié entre les deux, donc ils travaillent ensemble sur des missions d'intérim dans le bâtiment. Et là précisément, on remonte à leur rencontre d'enfance. Page 32 pour ceux qui l'achèteront. Les éditions Capsio, hein, tout petit éditeur. Le lien en description évidemment pour commander le livre. Un soir de septembre 1982, les deux hommes avaient vu le jour à un quart d'heure d'intervalle, dans deux pays différents. Gibson en France, Martin au Maroc. Le monde les avait accueillis avec une quasi-simultanéité. Ce jumelage surnaturel s'était miraculeusement concrétisé une dizaine d'années plus tard. Veuf, le grand-père paternel de Martin avait espéré couler une retraite paisible dans le sud de la France, en compagnie de son petit-fils dont il avait la charge. À peine le garçon avait-il franchi le portail de son nouveau collège que Gibson l'avait empoigné par le bras pour compléter son équipe de foot. La récréation battait son plein, et il manquait un joueur au clan des quatrièmes pour défier les troisièmes. Ce ne serait pas Martin ton prénom? Avait demandé Gibson, obnubilé à l'idée de taper dans la balle. Oui, c'est ça, avait bafouillé l'autre incrédule. Les profs nous ont dit qu'un nouveau commencerait les cours aujourd'hui. On est dans la même classe. Eh ben, tu sais jouer. Le nouveau avait esquissé un sourire. Alors ramène-toi, ici c'est football ou corde à sauter avec les filles. Dans le feu de l'action, Martin avait jeté son sac contre le mur du préau, là où tous les adolescents entassaient leurs cartables et autres effets personnels abandonnés le temps de la récréation. Le football faisait aussi partie de son langage. Les deux collégiens partageaient bien plus qu'ils ne le soupçonnaient. Immobile sur le balcon de son bureau, le directeur de l'établissement avait eu l'impression que le petit nouveau avait passé sa scolarité à cavaler avec les autres élèves du village. Gibson l'avait intronisé en un battement de cils. Et toi, cria Martin à son nouveau acolyte, qui avait déjà attaqué la balle comme un morte-faim. Moi quoi? Tu t'appelles comment? Je déteste mon prénom, alors faut m'appeler Gibson. Était-il parvenu à entendre entre deux foulées? Gibson, comme la marque de guitare électrique. Authentique djinn du football, Martin se mouvait dans l'espace avec grâce. Lorsque le ballon avait atterri pour la première fois dans ses pieds, les garçons avaient cessé de courir pour contempler ses passements de jambes pleins de majesté. De lui émanait la prestance d'un Franz Beckenbauer en herbe, et comme son toucher avait évolué dans les rues de Casablanca, parfois avec une modeste balle de tennis, il avait développé la gestuelle fougueuse d'un Mustapha Hadji. D'un dribble, il avait mis tous les autres joueurs d'accord. Un crochet, un autre et un tir de l'intérieur du pied, si appliqué que le cuir avait tourné une bonne centaine de fois sur lui-même alors qu'il filait au but. Un coup de maître, un film accéléré qui avait fait saliver son camarade. Chaque fois qu'il avait eu les clés du match en main, Gibson s'était employé à parader. Il n'avait plus la moindre hésitation quant à la personne à laquelle il voulait passer le ballon. Son but n'était déjà plus de marquer pour améliorer le score de son équipe. Son but était de marquer Martin autant que ce dernier l'avait hypnotisé. Du collège aux études supérieures, les deux inséparables avaient tout partagé. Mais quand cirer les bancs de la fac était devenu trop onéreux, quand l'idée même d'un avenir était devenue secondaire parce que sacrifiée au nom des folies du présent, la paire se retrouva bientôt au pied du mur. Sans le sou, acculés par la nécessité de rembourser leur emprunt, Martin et Gibson s'étaient laissés déborder par leur job d'étudiants. Fac de sport abandonnée en troisième année après un triste épisode en médecine pour le premier, maîtrise de droit du contentieux gâchée pour le second. Les poches vides, le CV mal assumé,
le duo avait atterri dans les files d'attente des agences pour l'emploi. La transition s'était déroulée en douceur, les heures à droite à gauche prenant le pas sur leur emploi du temps dans les amphithéâtres. Ni l'un ni l'autre ne se plaignait de ce sort. La piqûre n'avait pas été si douloureuse. À peine l'avaient-ils senti. Leur amitié comblait les carences de leur flânerie professionnelle. Martin avait rêvé toute sa vie d'être coach sportif en salle de remise en forme. Gibson s'était mis en tête qu'il gagnerait des sommes d'argent à ce point considérables qu'il ouvrirait des comptes dans plusieurs banques. Le droit, il l'avait choisi par défaut. C'était distingué, il fallait bien s'habiller, bien parler, bien écrire, communiquer, aider. L'impression d'utilité qui s'en dégageait l'attirait vaguement. Combien d'ignorants avait-il croisé durant les cours magistraux, momifiés par l'exercice de la patience qu'imposait un cursus à rallonge. 3 ans pour rentrer dans le vif du sujet et aborder enfin une 4e année plus concrète. Mais impossible à gérer financièrement. 3 ans à perdre temps et argent, à errer au son de discours labyrinthiques, parfaitement abscons, capables d'épuiser jusqu'à la dernière goutte ce précieux carburant qu'est la volonté. Désabusé, Gibson s'était donné la liberté d'aller là où bon lui semblait. La liberté de vivre une vie dont les dimensions lui convenaient. Martin s'était laissé prendre aux mêmes règles du jeu. Régulièrement, des femmes s'étaient installées à la table de cette partie de poker sans prétention. Puis elles l'avaient quitté, libérant leur place à d'autres. Les changements de blend avaient longtemps plu à Martin, à Gibson aussi. Après des années de vagabondage, l'irruption de Sibyl avait sensiblement redistribué les cartes. D'après la jeune femme enfantée par ce que la télévision appelait un self-made man, il y avait mieux à faire pour son concubin qu'embrasser les humeurs du marché de l'emploi. L'ascenseur social lui ouvrait grand ses portes, lumineux et chaleureux, comme un poste avancé du paradis dont l'adresse était restée secrète. Mais Gibson hésitait toujours. Savoir si le paradis devait venir à lui, ou si c'était à lui de le chercher par ses propres moyens, là était la colle qui ankylosait sa réflexion. Voilà un premier extrait qui vous donne un peu l'idée qui introduit la rencontre du duo masculin donc qui compose la majeure partie du livre et qui introduit aussi à la fin le personnage de Sibyl qui est donc la relation amoureuse qui donne l'occasion en fait à Gibson qui ouvre la porte pour lui pour se poser dans la vie. Et en fait, c'est le premier sujet dominant du livre, c'est cette quête de sens en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il attend? Est-ce que c'est ce qu'il veut vraiment? Avoir un travail régulier, un couple, des enfants, un schéma finalement classique. Et dans sa réflexion, Gibson, il va être perturbé par l'irruption. À un moment, ils ont besoin d'un coup de main sur le chantier, donc il vient un intérimaire polonais qui s'appelle Vladimir. Et durant la mission, il y a un moment, il est obligé de venir accompagné de son fils. Et sa femme va venir le chercher sur le chantier. Et donc Gibson va ressentir, on ne sait pas si c'est de la jalousie ou si il est envieux ou il va voir un peu ce couple, la manière dont ce couple échange. C'est comme si ça le renvoie quelque part à quelque chose que lui ne ressent pas avec sa fiancée sa fiancée à ce moment-là. Et donc c'est un très beau passage même sur le plan littéraire, donc je vais sans plus tarder vous le conter. Quittant ses chaussures du regard, Gibson se frotta vainement le crâne pour évacuer le brouillard qui stagnait entre ses tempes. Son maillot de corps était trempé. L'été préparait sa valse. C'était l'avènement des jours où la légèreté retrouve son odeur, où les hommes sont rongés par l'envie que tout soit aussi clair qu'un ciel bleu sans nuages. Sébastian ne bougea pas de sa tanière, affairé à une course de majorette qui ne trouva un terme qu'à la pause de midi. Sur les genoux de son père, il avala son sandwich pendant que les hommes sirotaient une bière sortie de la glacière. De temps en temps, Vladimir posait une main sur la tête
en forme d'olive de l'enfant. Sa coupe au bol n'y changeait rien. Le marmot arborait une bouille étrange, loin du globe cubique de son père. Gibson en examinait les courbes discrètement et se grattait le menton, en songeant que le gamin tenait peut-être de sa mère. Mais alors, quelle apparence devait-elle avoir pour que ce gosse soit ainsi constitué? Lui ne planifiait pas de devenir papa, en tout cas pas dans l'immédiat. Il n'y avait rien de pressant comme le reste d'ailleurs. Un garçon, pourquoi pas? Une fille, d'après la mère de Gibson, aurait été l'idéal. De son vivant, la maîtresse de maison affirmait sa théorie avec une certitude scientifique inébranlable. Cette vérité matricielle, le fils dévoué l'avait enregistrée pour ne plus jamais l'effacer. Les mères ont toujours raison, admettait-il volontiers. Surtout la sienne. En tout cas, il voulait une belle descendance. Que son sang le rende fier, qu'il épate la galerie. Ni Martin ni Gibson n'entendirent la mère de Sébastien passer et repasser devant le réfectoire. Un chœur de marteaux et de burins accompagnait pitoyablement de vieux tubes de rock fredonnés par une radio en fin de vie. La femme n'osait pas interrompre les inconnus qui se démenaient devant elle. Elle cherchait du regard sa progéniture, laquelle était toujours concentrée sur sa course de bolide. Martin releva la tête pour s'éponger le front et fut surpris de la voir patienter sagement. Elle sourcilla, et il put lire sur ses lèvres un bonjour pincé. À son tour, Gibson cessa son raffut métallique. « Bonjour, madame, prononça-t-il alors qu'il jetait un carreau de carrelage sur le côté. L'épouse de Vladimir n'avait absolument pas une tête en forme d'olive. Elle ne ressemblait pas à une maman. Elle ne ressemblait pas à l'idée que Gibson s'était faite de la mère de Sébastien. Son visage évoquait celui d'une poupée en porcelaine. Fragile et pourtant comme protégé par les caprices du temps. Son front lisse, dégagé, répandait sa blancheur sur un nez d'une extrême finesse. Katharina parla peu. Elle se contenta de sourire et d'enlacer Sébastien, heureux de la retrouver. Ce matin, son patron l'avait retenue pour terminer un inventaire. Elle était caissière de supermarché. Basket, jogging et sweatshirt dilataient grossièrement les courbes d'une silhouette svelte. Mais malgré une connivence que beaucoup d'hommes partagent et qui consiste à deviner ce que leurs yeux n'ont pas la permission de voir, Martin et Gibson ne songèrent pas à estimer l'érotisme de cette femme. La blancheur de ce teint avait purifié l'air ambiant, et en inhalant ce même air, les deux acolytes restèrent figés. L'un et l'autre étaient en adoration devant cette petite personne réservée et lumineuse. Lumineuse, telle une icône religieuse. Gibson crut déceler chez Katharina les traits des statues qui jalonnent les allées des églises. Il se revit enfant, drapé d'une aube blanche, marchant derrière le curé du village pendant les offices du dimanche. Il y avait des statuettes partout, éclairant d'un sourire protecteur des centaines de brebis imprégnées d'eau de Cologne et coiffées de jolies permanentes. Gibson ne détachait jamais son regard des figures saintes. Quand il les observait, son attention se détournait des vieilles et des vieux qui s'entassaient sur les bancs de la chorale ou devant l'autel. Terrorisé à l'idée de vieillir, il préférait fixer son attention sur sainte Cécile ou encore sur sainte Catherine. Il espérait que son regard animerait un jour ces formes moulées dans le plâtre, sculptées dans le bois ou la pierre. Peut-être qu'il avait déjà vu Katharina un dimanche au printemps de sa 7e ou 8e année, l'espace d'une messe. Comme toutes les autres statues, elle n'avait pas bougé. Et puis, 20 ans plus tard, il eut l'impression de la revoir, sculptée dans un matériau divin, moulée dans un alliage de candeur et d'angélisme. Le français saccadé de Katharina se voulut beaucoup plus fleuri que celui de son mari. « Je vous remercie de vous être occupé de Sébastien. C'est très gentil de votre part, reconnut-elle. Son accent dansait sur sa langue avec une grâce bien plus réjouissante que celle de Vladimir. Il lui restait encore le zeste d'une raideur qui attendrissait étrangement l'oreille. Alors qu'elle partait, Katharina fit glisser l'extrémité de ses doigts sur l'avant-bras de Vladimir. À cet endroit exact se trouvait un tatouage à demi effacé.
Le dessin représentait un lion allongé sur la paume d'une main protectrice. Absorbé par l'épiderme, l'animal était en partance pour l'oubli. Seul son ombre survivait grâce à ses contours fantomatiques. Ce tatouage ne datait pas de la veille. Le fauve avait imbibé la peau de Vladimir le jour de ses noces avec Katharina. Devenues imprécises, les lignes grossières du mammifère et de son trône entretenaient le souvenir d'une histoire vécue à deux. L'envie d'être ensemble avait guidé les deux époux bien loin de chez eux. Ils avaient abandonné leur terre à bord d'un frêle esquif, charrié par une houle imprévisible, à la recherche d'une autre vie à partager. Cette caresse furtive plongea inexplicablement Gibson dans l'embarras. Une sensation de gêne l'envahit soudain, et il sentit ses pommettes bouillir. Machinalement, il fouilla les poches de son pantalon pour en tirer une cigarette. Il voulait meubler avec de faux airs naturels cette minute au cours de laquelle il eut l'impression d'être seul au milieu d'un stade désert, avec des milliers d'yeux invisibles braqués sur lui. Ni Martin ni les Polonais ne remarquèrent sa panique. Gibson était sous le choc. Son cœur faillit bien lui fendre la cage thoracique. Une sueur froide lui entailla le dos. Son front perla. Ce séisme avait une origine inconnue. Aucun épicentre pour justifier cette réaction. Du vide, juste du vide. Sans prévenir, ce geste anodin l'avait empli d'une sensation inconnue. Katharina et Vladimir, défibrillateurs humains électrisant d'affection l'un pour l'autre, manquèrent de tuer Gibson. Le sens de cette réaction lui échappait totalement. Katharina, si elle l'avait pu, aurait emporté Vladimir avec elle. Elle aurait aimé passer l'après-midi en famille avec ces deux hommes. Vladimir à droite, Sébastien à gauche, et elle au milieu. Droite, gauche, milieu. Chacun sa place. Une place. Quand la mission de Vladimir fut terminée, Gibson et Martin n'entendirent plus parler de leur renfort tatoué. Le chantier se poursuivit en son absence. Gibson visualisait par instant le geste de Katharina. Il assemblait tout ce beau monde dans son petit pulse imaginaire. Vladimir à droite, Sébastien à gauche, et la femme au milieu. Droite, gauche, milieu. Gibson peignait ce triptyque sur les parois de sa conscience. Les motifs apparaissaient sur les murs qui l'abattaient. L'image était ancrée en lui. C'était son lion et sa paume, l'encre de ses pensées, une idée qui fuyait devant lui, ralenti qu'il était par un poids énigmatique. D'abord la main de Katharina, une caresse, une invitation. Un tatouage, l'ombre d'un lion. Gibson passait à travers les cloisons. Combien d'hommes aurait-il fallu pour soulever un tel poids et l'arracher à ses pensées? Le monde entier n'en aurait pas eu la force. Le démolisseur était écrasé sous cette image banale. Katharina et Vladimir l'oppressaient de toute leur bonté. Ils le torturaient avec des sourires et des regards complices. Les murs n'étaient pas préparés à la guerre que leur menait l'intérimaire. Le premier étage du pensionnat, déjà bien entamé par le renfort polonais, fut entièrement rasé en une journée. Martin en avait compté le double. Voilà, comme je disais, un passage sur le plan littéraire peut-être un des plus pointus, parce qu'il y a une musicalité, il y a presque de la poésie par moment. Et bon, après, c'est ma libre interprétation. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'à travers l'image de ce couple, quelque part, ça lui mettait une pression à Gibson parce qu'il se disait, est-ce que est-ce que ce poids des responsabilités, moi, je saurais le porter? Est-ce que j'aurai plus tard une complicité équivalente avec ma femme? Et c'est le début peut-être c'est un peu son début de la fin, on va dire, sans trop dévoiler le livre, mais par rapport à son couple. Et on le verra dans un extrait suivant. Mais dans un premier là, je voudrais donc évoquer, j'en ai parlé en intro, ce, ce lieu de vie, donc le bar, un peu le bar référence comme qui, pour qui a vécu dans une petite ville ou dans une ville moyenne, il y a toujours ces endroits qui sont faits de légendes urbaines, de personnages caractéristiques avec
leur lot d'anecdotes sur fond plus ou moins réel. Et donc là, il y a quelques lignes qui décrivent l'ancienne Belgique, donc ce bistrot qui s'appelle ainsi. On imagine bien dans le Nord-Pas-de-Calais, hein, je sais pas pourquoi, je le vois vraiment là-bas. Et donc ça commence par, ça va du mec légendaire parce qu'il a le record au flipper aux anecdotes savoureuses du patron. Voilà pour vous faire une idée. Entre les murs de l'ancienne Belgique, Jean Daniel était une sommité, voire pour certains un héros. Une fabuleuse partie de flipper lui avait permis de changer instantanément de statut. De mécanicien, il était devenu Monsieur Jackpot, grâce à un high score à 6 chiffres de 525 345 points. Ce sobriquet clinquant lui plaisait davantage que Jean Demi, surnom rappelant un peu trop son goût pour la boisson. Les chaussures toujours nouées avec de belles grosses boucles de collier, Jean Daniel passait les 12 mois de l'année en short. Beaucoup attribuèrent le record nouvellement établi à l'incroyable habileté manuelle dont ce joueur faisait preuve. Jean Demy avait un doigté en or. Sa finesse d'horloger lui permettait de monter, démonter et remonter n'importe quel moteur. Voiture, tracteur, mobilette, aucune créature cylindrée ne l'impressionnait. Dans le cambouis, ses mains s'étaient dotées de réflexes thaumaturgiques. Ainsi, Janda était un pro de la fourchette, technique flipperesque, consistant à empêcher la bille de sortir du jeu en claquant à quelques millièmes de seconde d'intervalle les deux leviers principaux. Il évaluait avec précision la trajectoire de ses projectiles et décrochait des jackpots ainsi que des billes gratuites à profusion. Tony lui déposait coupelles de cacahuètes et demi-grenadines sur le coin de la machine, tandis que le score grossissait comme le compte en banque d'un émirat. Un samedi soir, il s'était obstiné à jouer pendant la retransmission d'un match de football. Au coup d'envoi, il avait enfoncé une pièce dans le flipper et entamé une partie d'anthologie. 45 minutes durant, l'engin avait carillonné dans une totale indifférence. Quand l'une des deux équipes avait ouvert le score à l'écran, Jean Daniel avait conservé son calme et dirigé toutes ses ressources psychiques sur son petit ballon de métal. À la mi-temps, sa bille avait survécu. Tony lui avait même offert un demi. Puis Gibson et Méché s'étaient rapprochés du flipper. Martin également. À la 82e minute de la rencontre, tous les yeux étaient rivés sur le plateau clignotant. Spectateur d'une série de coups de patte virtuoses, Gibson avait pris l'initiative de commenter les mouvements de la boule. Même l'aveugle de l'assemblée, le vieux Vito, avait pu profiter de l'exploit en temps réel. 234 000, 234 500, une poignée de cacahuètes et hop, une fourchette, paf, encore une, poum, décidément, Jean Daniel enchaîne, il chahute les bumpers, ça clignote de partout, avait hurlé Gibson. Ça clignote de partout, Gibbs, c'est quand même un flipper playboy, il est collector. Trafiqué mais collector, avait jugé bon de dire Tony. De partout, Tony, t'as bien raison, un flipper playboy. Et le Janda, c'est le nouveau Hugh Hefner. Regardez-moi comme il culbute Cassandra. Et plaf, il lui envoie la boule entre les cuisses. Elle aime ça, elle éclabousse de lumière. Putain de merde, 250 000. Et ça continue. Servez-lui un pastis, faut qu'il change de régime, le brave. Il vient de battre le dernier record. Adieu les 249 550 points de je ne sais pas qui. Antoine, c'était le record d'Antoine, un lycéen, précisa le gérant. Il séchait pour venir jouer, il buvait des blancs bananes comme du petit lait. Adieu le record d'Antoine je sais pas quoi. Le nouvel empereur de l'ancienne Belgique est là pour vous, mesdames. Julia, Chantal, Shamika, Shoshana. Elles ont déjà toutes cédé. Qui sera la prochaine? Et paf! Le Janda lèche les slingshots. Regardez-moi ça, ce type est un génie. 300 000. Jamais vu ça, s'était étouffé Tony. Et il avait raison. Au bout de son rush, interrompu seulement par une irrépressible envie d'aller aux toilettes, Jean Daniel avait terminé sa partie à 1 heure du matin. Son succès avait été ensuite arrosé jusqu'à l'aube. Tony n'avait pu fermer son bouclard. Il y avait eu tant de ferveur ce soir-là que l'ancienne Belgique avait bien failli changer d'enseigne.
la Nouvelle-Belgique pour Vito, la Belgique infinie pour Martin, la Belgique mécanique pour Jean-Daniel et la Belgique sans glaçons pour Gibson. Le lendemain, l'enseigne n'avait pas bougé. L'ancienne Belgique avait gardé son nom, mais elle occupait plus que jamais le centre du monde. Que Janda ait récemment disparu de la circulation n'alarma aucunement Martin. Lui ainsi que tous les autres habitués du troquet savaient pertinemment que le champion ressurgirait d'ici peu pour une raison évidente, il viendrait vérifier si son record tenait encore. Je parie qu'il jaillira de nulle part quand il saura que je compte m'attaquer à son flipper, lança le challenger d'un ton faussement provoquant. Dévoilant le peu de dents qui occupaient encore sa bouche, Tony ria à plein poumon, puis empoigna la chevalière suspendue à la chaîne en or qui pendait à son cou. Eh les gars, avez vu? Je l'ai retrouvé, ma tête de lion. Ah, enfin, surjoua Gibson. Tony portait une chevalière à tête de lion depuis des années. Vestige de ses origines gitanes, elle concentrait toute sa fierté et une bonne partie de son histoire. C'est avec cette chevalière que le patron de l'ancienne Belgique distribuait des marrons à ceux qui n'étaient pas réglo. Son commerce parallèle l'entraînait dans des situations périlleuses. Il devait quelquefois se retrousser les manches et sortir les poings. Et bim, direct dans la tronche. Il y avait du sang partout. Avec ma grosse bague, j'arrachais des bouts de chair, moi. Personne m'embrouillait, moi, je te le dis, mon frère, racontait-il à qui voulait l'entendre. Martin et Gibson feignaient de boire ces paroles, ces contes, cette mythologie qui tournait en boucle. Comme un disque bloqué dans un jukebox, Tony était coincé dans son ancienne Belgique, dans son ancienne carrière de gitan pleine de rebondissements. Gibson se régalait de ce folklore et se prenait à poser les mêmes questions pour entendre les mêmes réponses. Mais tu l'as eu où, cette chevalière, Tony? Échangée, mon frère, pas chouravé. Je l'ai échangée contre une camionnette. Le con, il savait pas les valeurs qu'elle avait, cette bague. C'est de l'argent et tout. Elle est poinçonnée, c'est pas du toc made in Tatooine, hein, je te le garantis. Un jour, et il y avait certainement du vrai dans cette partie de la légende, Tony s'était résolu à retirer cette bague. Son épouse, allergique à la vie en caravane, y était pour beaucoup. Elle voulait qu'il arrête de vagabonder, que le pirate se range. Le quotidien de gitan, de bandit des chemins vicinaux, l'insupportait, la répugnait. Par l'entremise de ce qu'il appelait l'amour, le futur patron accepta de retirer sa chevalière, symbole de sa jeunesse. Alors le bijou restait là, autour de son cou, témoin de son passé. Il disparaissait une ou deux fois par an, oublié dans la salle de bain ou perdu entre les coussins du canapé. La gueule du lion, toujours ouverte, n'avait plus mordu la moindre pommette depuis des années. Le fauve s'était sédentarisé. Pas plus heureux qu'avant, pas plus malheureux non plus, il avait juste pris ses responsabilités. Gibson demandait souvent à Tony s'il ne regrettait pas cette époque. C'était un non ferme qui revenait le plus souvent. Parfois Tony cherchait ses mots pour se justifier, et Gibson voyait dans ses propos troublés une vérité bien difficile à assumer. Bien sûr que si, bien sûr que Tony regrettait. Qu'avait-il à raconter depuis que son échoppe avait ouvert? Le nombre de Blancassis qu'il avait englouti lors de la dernière finale de Coupe du Monde de foot? Ses multiples accrochages avec la gendarmerie pour avoir outrepassé l'heure légale de fermeture? Ses disputes quotidiennes avec un pimpin trop permissif quant à l'accroissement de son taux d'alcoolémie? Ce n'était pas sa collection de sous-bocs, laquelle l'avait intronisé dans la modeste coterie des tégestophiles, qui l'aiderait à rassembler les miettes de sa singularité. Dans les yeux imbibés de Tony, Gibson voyait flotter l'embryon de sa propre ironie. Ce regard jaunâtre le consolait, le rassurait. Il y détectait un message subliminal, des balises flottant sur un océan de doutes. Ses doutes, les doutes des autres, Gibson mélangeait tout, essayait d'assembler, cherchait des similitudes, un moyen de s'orienter. Dans les mots, il entendait l'écho d'un compte à rebours. Inconsciemment, il évaluait la marche temporelle qui lui restait avant d'en atteindre le terme, avant de toucher le point de non-retour, la limite que Tony avait franchie. L'axe sur lequel tout bascule était encore à une distance respectable. Le train de son destin n'était pas entré en gare.
C'était tristement réconfortant et immensément inquiétant. Tony avait choisi. Gibson, lui, se savait encore en position de choisir, et surtout de faire mieux que Tony. Il ne parvenait pas à réprouver ce sentiment disgracieux qui consistait à se rassurer en échelonnant sa condition à celle, moins réjouissante, des autres. C'était plus fort que lui. Il se désaltérait de cette idée. Faire mieux que de pauvres hommes comme Tony. Probablement réussirait-il sa vie moins glorieusement que d'autres, mais Gibson se persuadait qu'il ne raterait pas tout, sans savoir ce qu'était ce tout. Un passage qui illustre, je crois, une partie de la force de ce roman, c'est-à-dire que à quel point on éprouve aussitôt de l'empathie pour les personnages et on s'y retrouve complètement. En partie, on a pu avoir cette jeunesse ou cette vie de jeune adulte avec comme ça ce bar attitré, avec un patron souvent vantard, un côté un peu fantasque avec des personnages secondaires autour aussi grandiloquents et tout. Donc, enfin, je sais que pour le coup, connaissant un peu l'auteur personnellement, on n'a pas forcément eu enfin, en tout cas, on n'a pas vécu la même jeunesse dans la même région. Voilà, moi j'ai vécu ma jeunesse en Corse, lui dans le Nord, mais j'ai l'impression qu'il y a des connexions, qu'il y a des similitudes. Le passage suivant, ben, ça rejoint, donc ça va préciser en fait le rapport tout à l'heure qu'a pu avoir, l'émotion qu'a pu avoir Gibson par rapport à Katharina et son lien, le lien avec son mari. Et là, c'est à l'occasion d'une errance où Gibson se retrouve seul en forêt. Donc il fait un tour en voiture, comme ça peut des fois être la solution après une dispute amoureuse. Et à nouveau, Katharina va lui apparaître, cette fois-ci de manière imaginaire, a priori, si j'ai bien compris. Et c'est encore un passage sur le plan vraiment littéraire que je trouve parmi les plus intéressants. La forêt respirait, elle soufflait son haleine d'écorce mouillée. La tranquillité suspicieuse de la nature, plus poisseuse que la sève des grands pins, collait à la pluie. Gibson sortit se dégourdir les jambes. Il avait roulé si longtemps que ses genoux crissèrent en se dépliant. À quelques mètres de lui, une pancarte en bois, gonflée par l'eau, indiquait la direction d'un petit sentier sablonneux. Le tracé louvoyait entre les arbres comme un boyau dans le ventre de la Pinède. Gibson suivit les gravillons bruns et marcha longuement sous la pluie. Ses chaussures ne tardèrent pas à être trempées. Il piétinait les flaques d'eau, les yeux mi-clos, et avançait la tête rentrée dans les épaules. L'écho de la forêt se répercutait sur tous les arbres et l'encerclait. La nature avait son opinion. Elle la murmurait en libérant ses épines et ses feuilles. La nature accusait. La planète entière savait ce que Gibson avait fait. Du voisin de Sibylle jusqu'à la plus petite bête creusant son terrier au fond de la plus vieille souche des alentours, sa culpabilité n'était plus à prouver. Le malade, le fautif, c'était lui. À l'extérieur, l'humus passait le mot aux baies qui transmettait aux insectes qui rencardaient les rongeurs, et ainsi de suite. À l'intérieur, le sentiment de culpabilité était aussi envahissant que les racines d'un chêne centenaire. Il drainait l'énergie de Gibson, lui donnait des hallucinations. La forêt voulait le dévorer. Il persista dans sa progression sans regarder derrière lui. Ses oreilles furent bientôt bouchées par ses mains dégoulinantes. Il voulait s'isoler, s'échapper de la rumeur sans faire demi-tour. Au bout d'un moment, le chemin céda la place à de l'herbe, et les pins s'écartèrent pour former une immense clairière. Gibson releva la tête. Ce qu'il vit n'avait aucun sens. Trônant au milieu des pins, planté dans un sol jonché d'épines et de squames d'écorce, un gigantesque saule pleurait des tonnes de feuilles. De larges branches, majestueuses comme des arcades, s'élançaient d'un tronc massif, au bord duquel la terre était restée sèche, abritée par une chevelure jaune imperméable. Quand la lumière blafarde du soleil franchissait la barrière des nuages, le saule scintillait. Il devenait éblouissant comme une étoffe dorée
bombé par le souffle du vent. À mesure qu'il s'en approchait, Gibson oublia les reproches de la forêt. Il eut envie de grimper dans cet arbre et d'aller s'installer sur la cime. Sous le dôme de feuilles, il se rendit compte que l'architecture de l'édifice était trop complexe. Sa verticalité paraissait inviolable. Le toit du monde se refusait à lui. Par dépit, il empoigna une cigarette et vint s'asseoir contre le tronc, sur une racine aussi large que son torse. Le déluge de pluie ne l'atteignait plus. Il était à l'abri du cafard humide, de la peine céleste qui clapotait sur lui comme des larmes. Les larmes de Sibylle. La première bouffée de nicotine lui enflamma les bronches. Il toussa. Une terrible douleur, partie du fond de ses poumons, lui racla la poitrine. On dirait un gamin de primaire qui tire sur sa première taffe, grelotta-t-il. Chaque fois qu'il portait ses lèvres sur le filtre, la cigarette rétrécissait dans une grisaille brûlante. Tapi dans son ressuie, Gibson ne distinguait plus l'horizon, sinon un toit tressé de feuilles. Le bourdonnement de la forêt n'arrivait plus jusqu'à lui. Il n'avait pas le droit de pénétrer la quiétude de son refuge miraculeux. Le saule pleurait des couleurs émeraudes. De minuscules papillons dansaient entre ses grands bras, et des lucioles s'amoncelaient sur les nœuds de son écorce. C'était un vieil arbre, sage, qui sentait bon la paix et la rémission. Une colonne soutenant le poids d'une trêve dans l'univers sinueux et agressif de la forêt. Quand il eut terminé sa cigarette, Gibson se ressaisit. Ce chaos n'était pas uniquement le sien. Pour qui se prennent-ils tous à vouloir me dire ce que je dois faire? Je n'ai jamais eu besoin qu'on me vende des idées. Il alluma une autre cigarette, et les remords vinrent à nouveau s'immiscer dans sa réflexion. Il butait contre des détails, dans une escalade incontrôlable de confusion. J'aurais pas dû, j'ai bien fait. Elle ne se plaindra plus que je dorme en diagonale à travers le lit. Je n'ai pas eu les couilles de lui dire. Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire? J'en sais rien. Le réservoir de la Mustang est vide? Plus personne ne m'emmerdera. Je ne l'aurais pas rendue heureuse. Où est-ce que je vais dormir ce soir? Martin va halluciner. C'était un sacré coup. Il va se passer un truc. Je vous emmerde tous. Toi aussi je t'emmerde, Gibson. T'es qu'un pauvre type, elle avait raison. Martin va halluciner. Elle n'était jamais à l'heure. Mon futur gendre, qu'il disait l'autre. Puf, je n'ai besoin de personne. Gibson cogitait et les cigarettes se consumaient. Lorsqu'il eut vidé ses poches de toutes ses réserves de tabac, le jeune homme se retourna à son véhicule. Il laissa derrière lui l'arbre et partit sans se retourner. La forêt reprit son brame, lourd comme le grondement d'un corps de chasse annonçant une battue. Gibson activa le pas. La rémission qu'il avait entreaperçue à l'ombre du saule lui parut bien illusoire. La voie qu'il empruntait à présent était balisée par une multitude d'inconnus. Il n'aurait d'autre choix que d'avancer à tâtons, poussé par l'unique certitude qu'il était bel et bien seul. À l'approche de la route, la carrosserie cobalt de la Mustang s'étala comme une tache sur le nuancier boisé de la Pinède. Trempé, Gibson se pressa de la rejoindre et se mit à courir pour s'arrêter aussitôt à une vingtaine de mètres du véhicule. Quelqu'un était assis à l'intérieur, côté passager. La vitre baissée, la personne l'observait tandis qu'il s'approchait. Il s'agissait d'une femme. Elle lui fit un signe de la main. « Qu'est-ce que c'est que cette embrouille ?» s'écria Gibson. Par réflexe, il jeta immédiatement un œil par-dessus son épaule afin de s'assurer que personne n'allait l'attaquer par derrière. Il ne voulait pas être la victime de vauriens. La forêt était bien déserte, nue et vierge. Vision irréelle, l'invitée surprise s'accouda sur la portière, bras en croix, et posa son menton sur ses poignets. Ses lèvres rouges dessinaient un ourlet parfait sur la blancheur étincelante de son sourire. En s'avançant, Gibson la reconnut sans le moindre effort. Katharina. Elle était là, à quelques mètres de lui. Elle l'attendait, le toisait d'un regard de velours dans lequel il eut envie de se rouler. « Prends le volant, amène-nous, lui dit-elle.
Il se pencha au-dessus de la vitre arrière de la voiture et vit Sébastien, assis sur la banquette. Sa ceinture était verrouillée. Il était installé confortablement, aussi droit qu'une figurine Playmobil dans un camion de pompiers en plastique. Lui aussi était prêt à partir vers n'importe quelle destination. Aucune question ne fut posée. Intrigué, Gibson jeta son trench dans le coffre, retroussa ses manches et prit place à côté de Katharina. Il posa une main sur le volant et de l'autre enfonça la clé pour démarrer le moteur. Avant de mettre le contact, il marqua un temps d'arrêt. Dans cette position, son avant-bras était une offrande. Il attendait d'être effleuré, que sa passagère caresse enfin sa peau. Il trépignait intérieurement à l'idée de savoir ce que Vladimir ressentait quand son épouse le touchait. Empaillé par ce désir, il eut la sensation que ses articulations étaient soudées, qu'il ne pourrait plus jamais effectuer le moindre mouvement de son existence, tant que cette délivrance n'arriverait pas. Ses yeux ne quittaient pas la route. Il ne clignait plus. On y va, proposa Katharina. Non, pas encore, pensa Gibson. Sébastien chuchota. On y va, maman? Sa mère lui répondit. Oui, allez, Gibson, c'est parti. Et d'un geste d'une extrême lenteur, elle vint déposer sa paume à l'endroit exact sur lequel s'était concentré son chauffeur. Un courant électrique se dispersa dans le corps tout entier de Gibson. Une telle décharge d'énergie, de chaleur et de grand froid, de picotement et de frisson, qu'il crut exploser instantanément. Il ignorait ce qui provoquait cette réaction. Il n'éprouvait pas de sentiment à l'égard de cette femme ni de son fils. Cependant, sa chair le torturait comme s'il était arrimé à une chaise électrique immergée dans un bassin d'eau gelée. Il commença à suffoquer et s'extirpa de l'habitacle pour tenter de retrouver son souffle. « Calme-toi, vieux, ça va passer » essaya-t-il de se rassurer. L'air se raréfia. Katharina continuait de le regarder avec son sourire d'ange. Sébastien feuilletait sa bande dessinée. Dans son malheur, Gibson comprit qu'il n'y avait que des spectateurs. Personne ne se précipita à son secours. Au milieu de la verdure, l'oxygène brûla. « Putain, pas ça, qu'est-ce qui m'arrive » Luttant pour tenir la panique en respect, Gibson retira son pull et même son maillot de corps. Il s'allongea sous la pluie, dans l'herbe gorgée d'eau, et planta ses doigts dans la terre pour fouiller le sol, à la recherche d'oxygène. Sa bouche se déploya. L'air n'y entrait pas. L'air le boudait. Il allait mourir stupidement, comme ça, au bord d'une route. Ses muscles cessèrent de lui répondre. Aucun mot ne sortait. Katharina souriait, Sébastien feuilletait sa bande dessinée. Le corps de Gibson était sur le point d'expier son âme. Son cœur rétrograda brusquement et calqua son rythme sur celui d'une marche funèbre, celle qu'entrevit Gibson alors qu'il sombrait dans les draps noirs d'une nuit infinie. Dans le cortège qui marchait derrière la grosse boîte où il dormait déjà, il ne vit ni Sibylle, ni Martin, ni qui que ce soit de ses proches. Seul Sébastien, accroché à la cuisse de son père Vladimir, avançait en souriant. Katharina était là, elle aussi. Sa main faisait le tour de l'avant-bras de son mari. Elle le tirait vers l'avant. C'était un extrait assez atypique parce que finalement, c'est le passage du livre où les deux styles se rejoignent, je trouve. C'est-à-dire il y a à la fois l'ancrage il est dans une réflexion très réelle par rapport à un incident qui vient de se passer. Et ça rejoint donc ces chapitres qui sont écrits en plus avec une autre police de caractère, qui sont totalement voilà dans un univers mystérieux et fantasmé, et où il y a cette imagerie, voilà. Donc je trouve qu'il y a comme une passerelle. C'est le seul moment du livre où il y a une passerelle vraiment entre ces deux, où les deux livres n'en forment plus qu'un. Et ça précise aussi le rapport à lui qui voit son couple un peu se déliter et qui du coup se voit répandre l'image de ce couple parfaitement uni entre Katharina et Vladimir et bien sûr leur enfant. On revient pour le prochain extrait sur la relation entre de
d'amitié virile entre Martin et Gibson. Et un moment où Gibson va être amené à être en urgence hébergé chez son ami, donc période de colocation, 2 hommes en colocation, bon, je vous laisse imaginer ce que ça implique. Et je vais lire un court extrait, ça mérite, c'est largement plus développé dans le livre, voilà, tout mériterait d'être lu, mais je vais être obligé malheureusement de synthétiser au maximum. L'hygiène occupait la dernière place au classement des priorités de Martin. Dans son univers, balais, serpillères et produits ménagers n'existaient pas ou presque. Tout juste utilisait-il de la lessive pour son linge. Son monde, étalé sur 35 mètres carrés, évoquait un choc artistique raté. Le mobilier industriel, nu et froid, colonisait un faux plancher grinçant. Le bois synthétique était vainement mis en perspective par quelques lambris cloués sans passion sur un pan de mur. Tout était gris, tout était pierre, sauf à cet endroit. Sur 3 mètres carrés, le propriétaire, Martin était locataire, avait décidé d'ajouter une touche de rusticité à son garage. Peut-être avait-il eu pour projet de recouvrir tous les murs de planchettes afin de transformer sa boîte à voiture en chalet savoyard. Peut-être avait-il cédé à la paresse au bout de la 10e latte posée. En tout cas, l'échec était retentissant. L'ensemble formait un amalgame de couleurs tristes et passées, un peu comme la garde-robe de Martin. Seule sa télévision avait le pouvoir d'égayer l'atmosphère, notamment grâce aux pixels rudimentaires de sa vieille console 32 bits. Plus personne ne jouait aux jeux vidéo au format CD. Le DVD et le téléchargement avaient conquis tous les joueurs depuis belle lurette. Pas Martin. Ses motifs de résistance valaient ce qu'ils valaient. Il savait les défendre à grand renfort de slogans. La plus belle des résistances, c'est la résistance à la norme. Sa théorie reposait sur le postulat que suivre le progrès des développeurs de jeux vidéo revenait à poursuivre un idéal de jeunesse, à refuser notre véritable sort. Ce sont les gamins de 15 ans qui téléchargent. Mais nous, on n'a pas grandi avec ça. Je hais la quête du progrès vidéoludique. Elle n'est que source de plaisir éphémère et en fin de compte d'insatisfaction chronique. Gibson approuvait toujours ce genre de litanie. C'était le meilleur moyen d'y mettre un terme. S'il avait le malheur de rebondir sur le propos, Martin se levait, décapsulait une bière et allait s'asseoir sur une chaise, coude sur les genoux et cigarette dans la main droite. C'est comme les effets spéciaux, j'ai rien contre. Mais pourquoi à notre époque on utilise des images de synthèse pour des scènes dans lesquelles on pourrait s'en passer? Répondre que cela coûtait moins cher, prenait moins de temps et surtout était en général plus esthétique, le faisait enrager. Non mais tu t'entends, Gibbs, ça coûte moins cher. Voilà, c'est tout ce qui compte, le blé. Dans Ninja Terminator, Richard Harrison, il joue divinement et il n'y a pas d'image de synthèse. Ce film m'a marqué et il n'y avait pas ces putains de trucages en 3D. En toute objectivité, Gibson remarquait souvent que le nombre d'humains ayant vu un film tel que Ninja Terminator se limitait à quelques centaines. Il cherchait aussi par quel enchaînement logique pouvaient se produire les digressions monumentales qui caractérisaient leur conversation. Dans l'esprit de Martin, le rapport de l'homme au progrès était profondément dangereux et il recentrait toujours les débats sur cette question. Avancer vers l'inconnu, disent les scientifiques. Mais pourquoi? Pourquoi? On ne se connaît même pas nous-mêmes, les enculés. Et puis il s'écartait à nouveau du sujet pour en revenir au cinéma. Je ne suis pas sectaire, Gibbs, ne crois pas ça. J'adore Terminator 4, et pourtant il y a des effets numériques partout. Mais à un moment, le réalisateur fait péter une forêt au napalm. Et là, il a tout monté à l'ancienne. Une bonne grosse explosion. Là, il a fait un effort. Pour les robots, je comprends qu'il faille de la 3D. Mais si on peut faire péter une forêt avec du vrai napalm, pour que ça rende mieux, ben faut pas s'en priver. À ce niveau-là de la discussion, la nuit était déjà derrière les deux hommes. L'alcool et la cigarette à outrance ruinaient la moindre parcelle de bon sens qu'il restait à Martin, dont les considérations écologiques ressurgissaient alors de façon complètement incohérente. Les Indiens m'en parlent pas, c'est des merdes. T'as vu le Gange, dans l'état qu'ils l'ont foutu? Bois-en une tasse, et tu meurs dans la semaine.
Putain d'enragé! Sur fond de débats interminables et insensés, les quelques jours qu'il passait en compagnie de son meilleur ami empêchèrent Gibson de se morfondre dans l'angoisse. Celle de savoir Sibyl seule. Elle ne lui manquait pas, mais il s'en voulait de l'avoir abandonnée. Martin le soutenait dans son choix et s'efforçait d'apaiser la culpabilité qu'il lisait dans les yeux de son invité. Leur colocation ne durerait que quelques jours. Gibson cherchait déjà de quoi se reloger. Un studio lui conviendrait amplement, il ne ferait pas le difficile. Là aussi, on ressent très bien en quelques lignes la complicité de cette colocation, d'autant plus qu'ils savent qu'elle va être à court terme. Donc ça renforce. Il n'y a pas le temps de, il y a pas le temps de s'embrouiller en fait. Donc c'est pour ça que on comprend bien qu'il y a un personnage qui accepte un peu les extravagances de l'autre et vice versa sans doute. Du fait de cette espèce de CDD qu'ils ont conclu en coloc, et de fait Gibson trouvera après un studio, et la visite du studio de Gibson d'ailleurs est une scène assez drôle aussi, mais qui est un peu, il faut la lire soi-même quoi, c'est dur à la rendre limpide. Alors je vais profiter du dernier extrait, j'ai plutôt opté pour introduire d'autres personnages. Le personnage de Misha on comprend que c'est une ancienne escort girl qui a pris son indépendance et qui maintenant veut rentrer dans le rang pour, en tout cas, s'intégrer avec un métier plus honorable. Et sauf que donc son ancien souteneur qui la relance parce qu'il y a un richissime japonais qui propose une fortune, qui veut absolument passer une soirée avec elle. Alors je vais pas raconter la soirée elle-même, mais la présentation de ce personnage, de ces deux personnages en fait. Et c'est une histoire parallèle, mais qui va, voilà, comme je l'expliquais au début, qui sur la dernière partie du livre devient assez importante. Et, et l'auteur et ancien collègue, qui n'a pas pu s'empêcher de retranscrire sa passion du catch à travers ce personnage entre les lignes. Donc ça m'a fait assez plaisir aussi, accessoirement. Comme quoi on met de nous-mêmes partout, même à travers des personnages a priori un peu plus lointains. Akinori Saito, dit Monsieur Saito, avait la soixantaine obèse, celle des hommes d'affaires qui passent leur temps dans des dîners mondains. C'était un personnage flasque, aux yeux renfoncés, à la santé vacillante et à la barbichette soigneusement entretenue. La première fois que Misha l'avait rencontré, elle l'avait pris pour un ancien sumotori élevé au riz et au shankonabe. Sa démarche peu commune consistait en des pas très raides, réalisés légèrement en avant. De cette façon, Saito élançait de droite à gauche la masse gélatineuse de son ventre éléphantesque. Ce mouvement pendulaire entraînait mécaniquement ses pieds l'un après l'autre devant lui. Pour Misha, la technique était admirable, et le simple fait de voir marcher ce mastodonte de graisse lui suggéra que leurs jeux érotiques s'en tiendraient à de simples caresses. Saito était un client de l'Excelsior. Stan, gérant de ce commerce à double fond, l'accueillait toujours à bras ouverts, savourant à l'avance l'argent qui passerait sous la table en échange de services spéciaux. L'agence clandestine de Stan, sous couvert de son club chic, proposait aux portefeuilles les plus téméraires une compagnie élégante pour des sorties, réceptions, dîners en tête-à-tête, ainsi qu'un éventuel second accueil, celui-ci à drap ouvert. Parmi les serveuses de l'Excelsior, un petit nombre menait cette vie dédoublée. Misha avait été l'une de ses escortes. 2 années de suite, elle s'était pliée à ces pratiques déconcertantes. Pendant ce laps de temps, Saito s'était pris d'affection pour elle. Que ce dernier la sollicite pour une soirée n'était cependant pas pour la réjouir. Il y aurait de l'argent au bout, c'est certain, mais l'idée de capituler devant Stan lui donna l'impression qu'elle allait régresser.
L'Excelsior et les nuits à marchander de la tendresse appartenaient au passé. Sortir de ce monde d'arrangements libidineux avait été une épreuve. Rebrousser chemin pour une enveloppe garnie de billets présentait le risque de céder de nouveau à la facilité. La demoiselle n'était pas dupe. Le téléphone vibra une nouvelle fois. Ok, t'as gagné, je lui expliquerai. Intransigeante, tu seras toujours ma préférée. Tu es la seule que j'ai vraiment aimée. Stan. À la lecture de ces mots, Misha demeura impassible. Les belles phrases ne l'atteignaient plus, notamment celles de Stan, lui qui aimait trop de femmes à la fois. Ça avait été ridicule de croire en lui. Un maquereau ne pouvait être qu'un amant. Le cœur du patron de l'Excelsior battait sous sa braguette. Il éprouvait un attachement infantile à ces dames qu'il prêtait contre rémunération comme des jouets. D'enfant, il avait toutefois gardé une douceur profonde et attendrissante. Son sens de la loyauté n'avait pas souffert des stéréotypes du milieu de la nuit, et il respectait la liberté de chacune des filles de sa cour. Cette attitude qui lui vouait la confiance de son entourage servait bien ses affaires, tant la réputation de sa maison reposait sur le raffinement et la grande classe des fréquentations intimes qu'elle proposait. Monsieur Saito n'était pas avare de compliments à ce sujet. Il qualifiait ses valentines interlopes de geishas du soleil couchant. Malgré un certain embarras, Misha ne pouvait refuser la proposition. Le montant fixé pour la soirée lui permettrait de payer largement son loyer pour les 2 prochains mois et même de rembourser à Stan une partie de l'argent qu'elle lui devait. C'était du tout cuit. Et puis, aussi difforme que fût Saito, il n'en demeurait pas moins un homme drôle et distingué. Misha savait qu'il n'outrepasserait pas les règles arrêtées avant la rencontre. Avec lui, pas de geste déplacé à redouter. Le programme des réjouissances se voulait même satisfaisant. Vernissage d'une galerie d'art asiatique, dîner chez un maître cuisinier de renommée internationale, puis nuit dans une suite luxueuse au dernier étage du Cygne d'Athéna. Il y avait de quoi prendre un peu de bon temps. Les seules exigences du client étaient simples. Pour l'allure, robe de soirée très épurée, dos nu, pas de décolleté trop plongeant, ongles courts, vernis blanc, maquillage très sobre, cheveux tressés, visage totalement dégagé. Pour les services, Misha avait négocié férocement. Elle accepterait de se faire passer pour la responsable d'un domaine viticole qui exportait au Japon, prendrait un bain avec lui, passerait la nuit dans son lit et partirait après le petit déjeuner sous 3 conditions. Aucun rapport oral, pas de lavement en cabine de douche, aucune tierce personne acceptée dans la chambre. Le rendez-vous était fixé pour le dernier week-end du mois. Misha devait s'organiser, principalement par rapport à Vito. Il lui faudrait le prévenir de son absence, afin qu'un autre lui injecte, si besoin, sa dose de morphine dans la soirée du samedi. Gibson s'en occuperait sans doute. Se sentant presque à l'abri de tout pépin et bientôt propriétaire d'un cachet providentiel, la belle s'étira. Sa robe de chambre en satin glissa de son épaule, découvrant une partie de son sein. Intriguée par cette forme, elle en toucha l'extrémité. Avec concentration, elle appuya dessus. Son doigt enfonça l'aréole qui disparut de sa vue. Misha essaya de capter toutes les sensations électriques qui se languissaient sous cette peau mordorée, irrégulière, à laquelle les hommes se cramponnaient avec leur bouche et même leurs dents. Elle eut un sourire désabusé. Tous ces idiots qui croient que nous mordre les nichons nous excite. Ses mains se posèrent sur le nœud de sa robe, et alors que la Vénus demeurait absorbée dans son étude sensorielle, son corps se mit à éclore du satin. Elle s'étira à nouveau, arc-boutée sur son canapé, jambes tendues, fesses au bord du vide. Le menton rabattu au-dessus de la poitrine, Misha observa l'éminence poilue qui fleurissait au large de son nombril. Elle y passa sa paume comme sur une fourrure. L'air ambiant se plaqua dans l'interstice de cette région, à la fois reculée et à portée de main. D'un bond, l'exploratrice se leva et alla confronter son miroir. Elle posa devant lui sans mot dire, bras ballants, comme si toute sa chair pendait sur un cintre. Cette vision lui sembla pathétique. Misha releva la nuque, creusa entre ses omoplates et joignit ses 2 pieds.
Ses orteils se touchaient, mais pas ses genoux. Ces derniers se surveillaient du coin de l'œil. Au-dessus d'eux, des cuisses profilées, tonifiées par la marche, rechignaient elles aussi à se toucher franchement. En pleine analyse de ses formes, la jeune femme épingla ses hanches avec ses ongles. Elle secoua la tête, incapable d'arracher le surplus qui encombrait son appétissante taille. Ses petites poignées adipeuses résistaient à tous les procédés scientifiques d'ostracisme lipidique jusqu'alors employés. Le miroir agaçait sa propriétaire. Il renvoyait l'image d'un buste quelconque, égayé par des seins quelque peu paresseux, et un cuir ensoleillé hérité d'un père aux origines turques. Dans cet ensemble qui plaisait tant à la gente masculine, les préférences de Mischa s'arrêtaient d'abord à sa bouche. Rose et bombée, comme une framboise, elle tranchait avec le teint mat de son visage. Sa coupe était précise, son arc de Cupidon provoquant. Les regards se suspendaient à ses lèvres, se heurtaient à leur arrondi moelleux. C'était une bouche qui valait à elle seule un premier rôle au cinéma, disait sa mère. Et ses cheveux. Eux aussi méritaient l'attention des caméras. D'un brun très sombre, ils étaient fous, de la racine à la pointe, fous et géniaux. Personne ne les matait vraiment. Un coup de brosse par-ci par-là au réveil, un ruban, un élastique ou un crayon pour tenir l'ensemble, et le tour était joué. Sceptique quant au bien fondé de son éducation capillaire, Mischa empoigna une touffe de cheveux qu'elle rabattit au-dessus de sa tête. Démêler pareil fouillis n'aurait rien d'une sinécure. Saito la voulait coiffer de façon très épurée, avec des tresses. Une semaine pour domestiquer la barbarie de ses mèches lui parut tout juste suffisant. Abandonnant la partie supérieure de son corps, la ténébreuse pivota sur elle-même. Avec bien du mal, elle parvint à se contorsionner suffisamment pour évaluer la courbe de ses fesses, trop fournie à son goût. Sans y réfléchir, elle se pencha ensuite en avant et tendit son séant au miroir. De son œil audacieux et plein de reflets, l'objet illumina un sillon ombragé. Mischa fit glisser son regard sur le pourtour de son sexe, suivit le vallon du creux de ses genoux et analysa attentivement ses chevilles. Après tout, ces dernières n'étaient pas si mal. Elles paraissaient robustes, prêtes à courir. Ni trop fines, ni trop enveloppées. Si le miroir avait été doué de paroles, la jeune femme songea qu'il aurait probablement rendu un verdict mitigé du genre « Chad Borest pour une donzelle de 33 ans ». Le miroir ne mentait pas. Il fallait simplement pouvoir appréhender sa subjectivité, l'accepter. Les compliments des hommes n'étaient qu'une maigre consolation. La créature se savait pleine de charme, mais sans réelle beauté particulière. Mis à part sa bouche et ses mèches rebelles, Mischa n'éprouvait aucune fierté pour son galbe. Ce corps sans coquetterie ne pouvait être jalousé par d'autres femmes. La belle était un tout, une présence, une intensité obscure. Cette réalité l'avait en partie immunisée contre le narcissisme ambiant des pays de l'Ouest. Le dénuement de son enfance y était aussi pour quelque chose. Des images de privation indélébiles étaient plus prégnantes que l'image d'un moi tributaire de modes passagères et superficielles. Le service à l'Excelsior, les soirées à interpréter la muse d'inconnu, n'avaient été qu'un moyen de vivoter pendant son court passage à l'université française. Mischa savait qu'elle s'était autant servie de Stan que lui d'elle. L'argent avancé par amour, entre guillemets, lui avait également permis de soigner son père, gravement malade, ainsi que de financer les études de sa sœur Gianna. Le sacrifice avait épargné la famille d'une hypothèque. Depuis, Gianna avait été embauchée et le patriarche se portait mieux. Partager l'intimité de Stan avait en outre écarté la jolie immigrée de la rue. Cela lui avait même garanti la possibilité de poser les limites qui lui convenaient avec sa clientèle. Son amant, infidèle chronique, soutenait toujours les règles qu'elle déterminait avant chaque rendez-vous, aussi pointues eussent-elles été. La froideur dont Mischa faisait preuve subjuguait les hommes. Elle plaisait parce que son cœur paraissait infiniment loin. Il fallait payer cher pour relever le défi de l'approcher et rêver de le toucher. Saito s'en émerveillait, lui qui voyageait dans le monde entier, dressait un constat plein de discernement. Les autres filles sourient parce qu'elles savent qu'elles reprendront tout ce qu'elles ont prêté. Toi, Mischa, tu es trop préoccupé pour me laisser croire que je peux t'attendrir.
Il y a tant de franchise dans les interdits que tu édictes que je commence à croire que tu es la seule personne en qui j'ai vraiment confiance. C'est cet étrange rapport que la clientèle de l'Excelsior recherchait en sollicitant la mystérieuse slave. Quand l'incorrigible Stan devint trop dispersé pour garder un minimum d'intérêt à ses yeux, Misha se résolut à prendre ses distances. Sa décision avait été irrévocable. Pour ne pas s'attirer d'ennui, elle avait promis de rester dans le périmètre de l'Excelsior, le temps d'éponger ses dettes. Une page s'était alors tournée. Au regard de toute cette histoire, escorter Saito ne serait qu'un dépannage exceptionnel. Rien de plus. Tant bien que mal, Misha évacua l'inquiétude qui encombrait ses pensées, éteignit la lumière de son salon et marcha jusqu'à son lit. Elle s'y allongea en chien de fusil nu et plia sa couette entre ses genoux. Sa crinière irrigua le matelas, sorte d'une solitude autour de laquelle le goût de vivre se tarissait. Qu'allait-elle faire quand tout serait terminé, quand plus aucune obligation ne la retiendrait? Rentrer au pays? Cette option l'embarrassait. L'idée d'avoir à justifier de la provenance de ses revenus la dégoûtait. Elle ne voulait pas mentir à ses parents ni leur révéler la vérité. S'installer ailleurs? Pourquoi pas? Peut-être à la campagne? En tout cas, elle aspirait à fuir loin de Stan et du sentiment de devoir, à lui et à ses cochons de payants, la moindre faveur. Les années passant, elle réalisait que toutes ses épreuves, ses efforts et ses compromis ne devaient pas rester vains. Vito n'avait de cesse de l'encourager dans ce sens. Il avait raison. D'ici peu, Misha vivrait pour elle-même. Ses yeux se fermèrent sur des ombres mouvantes. Celles de sa lingerie, pendue sur un séchoir, et caressée par l'éblouissante insomnie de la vie. On va terminer donc sur cet extrait qui peut apparaître bien mystérieux hein, par rapport aux autres, hein, puisque sont introduits du coup plusieurs personnages. Misha, donc le personnage principal de cet extrait, et le promoteur japonais. Donc en fait, donc là c'est pas, c'était dit auparavant, c'était pas dit dans cet extrait, mais c'est un promoteur d'une fédération de catch japonaise. Et ça aura une petite implication par la suite. Donc le personnage de Vito, j'en avais parlé, c'est l'aveugle qui vit sous morphine parce que il a besoin d'un shoot quasiment, plusieurs shoots par jour, et à qui Gibson donc refile ces fameuses rêveries qu'il enregistre au dictaphone. Il fournit les cassettes au fur et à mesure. Donc ça, pour les connaître, en connaître le contenu, vous pouvez pas faire autrement que vous fournir ce roman. Il date donc il est sorti fin 2020, en septembre 2020, exactement, aux éditions Captio. Après, c'est distribué un peu sur tous les sites emblématiques, hein, peut-être à l'exception peut-être d'Amazon, je sais plus. Je crois que son auteur a un peu une lubie, sans doute justifiée par rapport à Amazon. Donc après, c'est sur n'hésitez pas à le prendre sur les librairies de citres, des choses comme ça, plus la Fnac, bon, qui a le mérite quand même d'être plus francophone, hein, on va dire, même si c'est aussi une société multinationale. Bref, ce roman était plein de surprises, voilà, même pour moi qui en avais eu un aperçu, j'ai au final été décontenancé, et de manière assez habile, parce que on, on arrive à la fin, et finalement chaque personnage est allé dans une direction sur laquelle on l'attendait pas. Il y a beaucoup de questions de tournant, de prendre un nouveau départ. Voilà, toutes ces interrogations qui finalement nous traversent régulièrement. Chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle décennie, a priori, il y a la crise de quarantaine, de la cinquantaine, les remises en cause, et ce tournant qui existe aussi bien pour Gibson, plutôt jeune, qui se demande ce qu'il va accomplir, et le personnage le plus âgé, Vito, qui lui se demande qui veut, avant de partir, voilà, avoir le plus de bons moments et sortir par la grande porte en quelque sorte.
ne pas être frustré, ne pas toujours courir après ses paradis perdus. Tout comme par exemple le patron du bar aussi, comme l'extrait qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc pour toutes ces raisons, à suivre, Sam Balmer qui sortira a priori son deuxième livre d'ici la fin de l'année 2023, en espérant que voilà qu'il y aille sans complexe dans son style, et je manquerai pas de faire suivre ses aventures. On se retrouve alors la prochaine fois. Cette fois c'est promis, parce que j'avais teasé un épisode 2 autour des livres Covido critiques. Euh, donc ce sera pour le prochain, là c'est quasiment sûr, sauf que je suis un peu débordé par l'actualité, c'est-à-dire que le temps de m'attaquer aux 3 livres que j'avais prévus, il en est sorti encore au moins 2 autres, celui de Pierre Chaillot, donc purement sur les statistiques, sur les chiffres réels, et voilà, comment les analyser vraiment, et pas les prendre de manière brute, et celui de Alexandra Orion-Code concernant la ARN messager. Et donc c'est bien, on est en train d'avoir une vraie bibliothèque covido-sceptique, et tout en avec que des gens qui sont dans ce qui démontre incontestable et factuel. Donc ça s'enrichit, on voit qu'en plus c'est en tête des ventes la plupart du temps. Donc ça intéresse bien au-delà, je pense, des gens qui avaient dans la rue durant l'été l'automne 2021 notamment. Et donc c'est une petite victoire avant une plus grosse. On espère bien. Voilà, mais nous restons dans la bonne humeur, restons dans l'esprit aventureux de cette plume aveugle. Voilà, aux éditions Capsio, lien en description. Je vous invite vivement à encourager des auteurs qui auront jamais la possibilité vraiment d'être médiatisés, sinon par l'intermédiaire de vidéos amicales et néanmoins sincères. Salut!